Bonjour à tous, je suis Lola Valéjo, la directrice du programme Climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin et j'ai été très inspirée par tout ce que vous représentez en termes de projets de développement économique, de projets de développement humain. Donc j'ai essayé de faire une sorte de prise de hauteur sur beaucoup des sujets que vous traitez. J'espère que ce sera pas trop dense, excusez-moi par avance. Et je voudrais aussi vous parler rapidement de la COP26 à Glasgow, où j'ai passé 2 semaines récemment. Un cadrage que je trouve utile quand on essaye de mettre énormément de choses comme le commerce équitable au cœur de son projet, c'est de revenir aux objectifs de développement durable, qui sont un guide très utile. Et je trouve que le secteur des terres, je joins l'agriculture et la foresterie, sont vraiment au cœur de tous ces objectifs, de beaucoup de points de vue, notamment parce qu'il y a évidemment un lien très fort avec les questions de sécurité alimentaire, les questions de lutte contre le réchauffement climatique, j'y reviendrai, les questions de lutte contre la pollution, en termes de protection de l'eau et de la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou aquatique, et aussi en termes de travail décent ou de subsistance, c'est-à-dire sortir de la pauvreté. Bon, vous le savez, dans le monde, il y a 570 millions de fermes, dont 500 millions sont familiales, et schématiquement, un tiers de l'emploi dans le monde est dans le secteur agricole. C'est en baisse, mais c'est quand même énorme. Hop. Le climat, c'est ce par quoi je vais rentrer, parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus au quotidien. Et juste pour qu'on ait tous les mêmes bases, rappeler l'importance de l'accord de Paris au niveau international pour cadrer nos efforts collectifs vers le climat. L'accord de Paris adopté en 2015, qui précise quel objectif le monde se donne pour limiter les pires effets du réchauffement climatique. On disait, bien en dessous, avant, si vous vous rappelez, on parlait de atteindre le 2 degrés. Maintenant, on vise avec l'accord de Paris bien en dessous de 2 degrés et on fait le plus d'efforts possible pour limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour préciser ça, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, a précisé que cela voulait dire atteindre la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les sources d'émissions et ce qu'on arrive à retirer de l'atmosphère, donc les pluies, qu'ils soient naturelles ou technologiques. Oula. J'ai vraiment du mal avec ce... Je vous prie de m'excuser. Pourquoi est-ce qu'on essaye de limiter ce réchauffement climatique à 1,5 ? Parce que déjà 1,5, c'est des impacts très forts, une multiplication par 16 des jours de canicule dans les espaces marins, par exemple, par an, une probabilité augmentée de fonte du pergélisol, donc énormément d'impacts très forts pour les écosystèmes. Ça a été précisé par le rapport de 2018, notamment. Et je me voudrais bien de nouvelles piles dans ce pointeur. Et les liens entre climat et AFOLU, ils sont complexes, mais ils sont nombreux. D'abord, forcément, le changement climatique impacte AFOLU, agriculture, foresterie et land use, donc changement d'usage des terres. Désolée, il y a beaucoup trop d'acronymes, ce n'est que le début. Mais en fait, vous le sentez, les impacts du changement climatique vont affecter ce système, à la fois en termes de rendement, de disponibilité et de qualité des produits, ce qui appelle à des efforts d'adaptation pour faire face aux modifications des facteurs climatiques, des températures, des précipitations, des événements extrêmes plus fréquents, et le fait que les facteurs climatiques rendent les maladies plus possibles, enfin plus contagieuses et changent leur implantation géographique. En retour, le système est aussi va avoir un énorme impact sur notre capacité à faire face à ce défi du changement climatique. Déjà parce que c'est une source importante de gaz à effet de serre, de CO2, de dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre émis par les activités humaines, mais aussi d'autres gaz plus difficiles à réduire, des gaz
non liées au CO2, comme des émissions liées au méthane ou le protoxyde d'azote. C'est aussi donc besoin de réduire les émissions. C'est aussi une source potentielle de séquestration des émissions. Vous vous souvenez, on essaye d'avoir un équilibre entre les émissions et les puits. Il y a un potentiel de séquestration dans les forêts, dans les prairies, dans les sols agricoles, qui sont gérés par ce secteur. Et c'est aussi une source potentielle de matériaux qui permettrait de se substituer aux énergies fossiles. Par exemple, de production de biogaz, de biomasse ou de matériaux de construction. Donc c'est vraiment un secteur qui est clé pour ces enjeux climatiques. Et on estime qu'il représente 25% du potentiel d'atténuation nécessaire. Dans le système climatique global, si on prend en compte à la fois les émissions et ce qui est retiré de l'atmosphère par le système vivant, que sont les systèmes biologiques des forêts, de l'agriculture, etc., en fait, en utilisant des métriques qui utilisent tous les gaz à effet de serre, ce secteur, schématiquement, représente près de la moitié des échanges entre le système atmosphérique et le système terrestre. Donc c'est vraiment un système central sur notre compréhension des enjeux du climat. Il y a un risque important aussi, notamment autour de notre gestion des forêts, que ce secteur, et notamment si on a une gestion des forêts qui conduit à de la déforestation, on perturbe des écosystèmes fragiles, notamment des forêts tropicales, et que cela conduise à ce que les forêts ne soient plus un capteur net de CO2 dans l'atmosphère via la photosynthèse, mais un émetteur net, parce que elles peuvent relâcher par exemple du méthane. Et on voit sur cette carte que déjà en vert c'est quand elles sont captrices nettes et en rouge émettrices nettes. On voit que déjà que dans l'Amazonie, elle est émettrice nette de gaz à effet de serre par endroit. Donc au lieu de faire partie de la solution, elle est déjà une source de problème, et ça c'est lié à nos activités humaines. C'est aussi un secteur qui est au cœur des enjeux de biodiversité. Les principales pertes de la biodiversité depuis 1970, ça a été rappelé dans le grand rapport de référence de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'IPBES. C'est le changement d'usage des terres qui est surtout lié à l'expansion des terres agricoles et à la surexploitation des ressources naturelles. Du coup, ces deux communautés scientifiques ont commencé à faire un diagnostic croisé au croisement des enjeux climat et des enjeux biodiversité. Et ce qui en est ressorti, c'est que c'est un secteur qui est forcément très stratégique, mais qui peut être aussi une source d'énormes co-bénéfices. Notamment si on utilise des pratiques d'agricoles durables et des pratiques d'agroforesterie, d'agroécologie durable. La diversification, l'agroforesterie et l'agroécologie peuvent avoir de nombreux co-bénéfices, à la fois en termes d'adaptation, d'atténuation, de préservation de la biodiversité. Et elle montre également, cette analyse croisée climat-biodiversité, l'importance des mesures liées à la demande, notamment de ces produits agricoles. J'y reviendrai, pour réduire la demande de produits émissifs en gaz à effet de serre, pour réduire les pertes liées aux consommations alimentaires, et l'intensification, donc le fameux débat entre est-ce qu'on intensifie la production agricole pour libérer des terres qui seront ensuite laissées pour le développement de la biodiversité, ou est-ce que au contraire on a une agriculture extensive qui est bonne pour le climat et pour la biodiversité. Eh bien, ce que ça montre, c'est que ça dépend, mais l'intensification agricole, si elle n'est pas faite de façon durable, elle peut complètement, plus que compenser les bénéfices pour la biodiversité de libérer de nouveaux espaces. Donc, ça dépend dans quel contexte et ça dépend comment c'est fait, mais schématiquement, la diversification, l'agroforesterie et l'agroécologie sont des solutions très mises en avant. Une autre chose importante à avoir en tête, c'est que quand on parle de la neutralité carbone en 2050, ça dépend un peu sur quel levier on appuie. Tous les chemins ne sont pas égaux en termes de durabilité
Et ça vient renforcer ce que disait le GIEC et l'IBES sur la question des mesures liées à la demande. Schématiquement, ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est lié aux consommations énergétiques, et ce qui est en marron, c'est lié au secteur agricole, et ce qui est en jaune sur ces deux schémas de réduction des gaz à effet de serre, c'est lié à des technologies pour capturer le CO2 de l'atmosphère. Oh là là. Ce que ça montre, c'est que schématiquement, la première trajectoire, elle est moins durable que la deuxième, qui repose sur d'autres leviers, notamment l'agroécologie, la déforestation réduite, la reforestation et les mesures liées à la demande, donc réduire les pertes alimentaires et les changements de diète. Donc ça paraît intuitif, mais c'est juste pour dire que notre analyse croisée aussi à l'IDRI a montré l'importance de ces mesures-là. Pourquoi ce secteur-là va être très important ? Parce que globalement, on est loin du compte si on veut limiter les pires effets du réchauffement climatique et atteindre le 1,5 degré. Ce que je vous présente, c'est peut-être un peu petit, excusez-moi, c'est une sorte de thermomètre qui fait le compte en prenant en compte les différents engagements des États, où est-ce qu'on en est par rapport au 1,5 degré. Ah, mince. En fait, on voit qu'il y a deux écarts importants à combler. Beaucoup d'États se sont engagés pour la neutralité carbone, mais n'ont pas traduit ça en engagement de réduction d'émissions à court terme. Et ensuite, même quand ils ont pris des engagements de réduction d'émissions à court terme, ils n'ont pas mis les politiques publiques en face pour se permettre d'atteindre ces réductions d'émissions. Comme on est obligé d'accélérer énormément l'action climatique, et comme on se pose la question d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire sur tous les champs de l'économie, on se pose de plus en plus la question de comment faire, comment s'appuyer sur ce secteur de l'agriculture et des forêts, comment maximiser les puits, comment limiter les émissions les plus difficiles à décarboner. Et ça pose des questions difficiles, notamment par rapport à l'utilisation qu'on fait des engrais azotés, mais aussi de certaines cultures très émissives, comme la cultivation du riz, ou alors tout ce qui est lié à la fermentation entérique. Il y a plusieurs barrières à l'action pour avancer sur une meilleure compréhension et une meilleure réduction des émissions, en particulier dans ce secteur. Déjà, le fait que c'est un secteur où les émissions sont extrêmement difficiles à comptabiliser. Comme on parle de systèmes biologiques vivants, avec à la fois des captations et des émissions, c'est très difficile d'avoir un consensus scientifique, et on a eu beaucoup de progrès qui ont été faits pour les incertitudes, mais par rapport à tout ce qui se passe sur le champ énergétique, par exemple, les incertitudes restent beaucoup plus importantes. Il y a aussi des liens très complexes avec le système alimentaire et des politiques sur les questions de demande. Encore une fois, c'est là où des gains potentiels importants peuvent être réalisés, mais c'est évidemment une question extrêmement politique. Et aussi, lutter contre la déforestation, c'est pas juste une question de remplacement technologique, comme on a l'impression que c'est le cas du côté énergétique. C'est aussi une simplification. Néanmoins, c'est beaucoup moins une question technologique et beaucoup plus une question de droit foncier notamment. Le manque de droits de propriété clairs sur les terres agricoles, c'est une grosse barrière à l'investissement. Le manque de droits des populations autochtones, qui sont les meilleures gardiennes dans le temps de beaucoup du potentiel pour le climat et la biodiversité de ces territoires, c'est un facteur majeur une barrière. Et il y a aussi une réticence à changer ou adopter de nouvelles pratiques, parce qu'on fait des investissements à court terme dont les bénéfices finalement ne seront tangibles qu'à long terme. Il y a aussi un facteur de demande internationale, qui est qu'on a vu une demande croissante pour des produits liés à la déforestation, comme le soja, l'huile de palme, le bœuf ou le bois. Et on voit que des progressions et des régressions sont possibles. Le Brésil, qui aujourd'hui est un pays pas connu pour son ambition climatique, c'est un pays qui a réussi à quasiment diviser par deux son taux de déforestation entre 2004 et 2012 grâce à des politiques volontaristes. Donc c'est possible. Et en même temps, la déforestation a été multipliée par deux depuis 2012, le taux annuel de déforestation. Donc voilà, ça montre bien l'importance du leadership politique.
Dans le cadre de la Convention climatique des Nations Unies sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, fondée en 92, c'est intéressant parce que c'est une discussion où on parle peu des problèmes et peu des solutions. On parle souvent en termes assez généraux. Et l'agriculture, c'est le seul secteur qui a son propre forum de discussion officiel dans ces négociations. C'est beaucoup de discussions techniques parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de questions techniques, de comptabilité, de partage d'expérience. Ça montre bien que c'est un secteur à part, l'agriculture. Et dans cette COP à Glasgow, je voudrais revenir sur 2-3 éléments qui ont été majeurs, en distinguant ceux qui ont eu lieu dans le cadre des négociations formelles, ce que j'ai appelé la COP officielle, et ce qui a eu lieu dans ce que j'ai appelé le off, c'est-à-dire les annonces de coalitions volontaires d'acteurs publics ou privés. Alors tout d'abord, ce qui a eu lieu dans les négociations officielles, vous savez peut-être que depuis le précédent cadre multilatéral sur le climat, le protocole de Kyoto, les pays pouvaient investir là où c'était moins cher pour réduire les émissions. Ça générait des crédits qui pouvaient ensuite porter à leur propre compte. Depuis l'accord de Paris, c'est un accord universel où tous les pays dans le monde sont comptables de leur réduction d'émissions. Et donc c'est très difficile. On avait l'ambition de garder ces mécanismes de marché, mais c'est très difficile de se mettre d'accord sur des règles parce qu'un très gros risque, intuitivement, vous le comprenez, c'est que le pays hôte où ont lieu les réductions et le pays qui achète les crédits voudraient tous les deux être comptables de ce crédit carbone et pouvoir le porter à leur bilan. Donc pour éviter ce genre de double comptage, ça a été de grandes discussions entre les États et ça fait 3 ans que les pays s'échinent à essayer de se mettre d'accord sur des règles qui sont justes et acceptées par tous. Ça a été enfin le cas à Glasgow, des règles ont été adoptées. Schématiquement, c'est très compliqué, mais sans rentrer trop dans les détails. L'intégrité environnementale, c'est-à-dire ce double comptage, les pires risques ont été évités. Néanmoins, il y a un vrai risque autour de l'utilisation de ces crédits, de double comptage, notamment pour certains crédits non autorisés par le pays hôte. Je ne vais pas vous expliquer exactement tout ce qu'il y a derrière. Peut-être ce qu'il faut juste retenir, c'est que la question des capacités des pays où vont avoir lieu ces réductions d'émissions, donc beaucoup des pays en développement a priori, leur capacité à gérer, administrer et à vérifier ces réductions d'émissions, elle va être majeure pour la mise en œuvre intègre pour l'environnement de ce mécanisme-là. Les projets liés à l'agriculture, la foresterie ou au changement d'usage des terres, ils risquent d'être vus comme plus risqués parce qu'il y a un risque de non-permanence, notamment autour de tout ce qui est forêt. J'ai mis un exemple, par exemple, les feux de forêt en Californie ont par exemple touché cette année des forêts qui avaient été dédiées à la génération de crédits carbone. Donc c'est un risque et il faut peut-être pas attendre tant que ça de ces mécanismes de marché internationaux. Puisque je disais que le diable était dans les détails, il y a déjà certains pays qui se sont positionnés pour dire nous on va être très sourcilleux dans notre application de ces règles et on va vraiment pousser la demande pour des crédits des standards les plus élevés, en refusant tout crédit qui pourrait ne pas conduire à de vraies réductions d'émissions sur le terrain. Donc je vous invite à regarder la liste des signataires. Il y a beaucoup de pays européens et latino-américains notamment. Lutter contre la déforestation, donc c'est encore un énorme problème au niveau mondial. Il faut protéger en priorité les écosystèmes riches en biodiversité et en carbone, comme les forêts tropicales et les tourbières. Il y a 2 initiatives intéressantes lancées à la COP en termes de coalition. Une, c'est une énorme promesse de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, signée par des pays représentant 90% des forêts mondiales. C'est pas une promesse nouvelle, elle avait été déjà prise en 2014 avec des résultats très mitigés. N'empêche que celle-là, c'est la première fois qu'elle a une masse de financement dédiée. Peut-être que ça va faire changer la mise en œuvre. Encore une fois, le diable est dans les détails. Une autre chose que la présidence britannique a fait, c'est qu'elle a organisé des dialogues entre pays producteurs et pays consommateurs de commodités liées à la déforestation. Donc, tout ce que je listais tout à l'heure, le soja, l'huile de palme, etc. Et plutôt que
des pays prennent des mesures unilatérales comme l'Union européenne l'a fait en disant moi j'arrête toute importation d'huile de palme liée à la déforestation, ce qui a vraiment beaucoup embêté l'Indonésie par exemple. On essaye d'avoir un dialogue négocié pour aider ces pays-là à sortir de la déforestation. La dernière chose que je voulais mentionner, c'était le méthane. L'agriculture, c'est près de la moitié des émissions liées aux activités humaines de méthane. Et il y a eu un objectif qui a été pris par plus de 100 pays de réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. Donc, potentiellement, ça pourrait générer un surcroît de financement et d'intérêt pour réduire les émissions dans le secteur agricole. Vous voyez qu'une grande partie des émissions viennent aussi du secteur de la production et de l'extraction des combustibles fossiles. À mon avis, c'est plutôt là que vont se concentrer les efforts parce que les solutions techniques sont plus faciles, moins chères, et que c'est aussi une façon pour le secteur fossile de montrer qu'il fait des efforts. Néanmoins, c'est bon à savoir si vous voulez aussi capitaliser sur ces engagements étatiques. C'est la première fois qu'il y a une coalition internationale qui s'occupe du méthane et que c'est mentionné dans l'accord final. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lola pour cette introduction très très intéressante. J'appelle François Collard du Tilleul pour prendre la suite pour notre deuxième petite lecture introductive. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis moi, juriste de formation, mais il y a bien longtemps, et j'ai créé un groupe de travail, un groupe de chercheurs, beaucoup international, qui se pose une question qui concerne aussi le commerce équitable. Il s'agit de savoir si on peut penser un système qui, au lieu d'être fondé exclusivement, quasi exclusivement, sur un ajustement d'offres et de demandes, pourrait l'être sur un ajustement des ressources naturelles et des besoins vitaux. Parce que ce que nous appelons, nous, la loi d'ajustement des ressources et des besoins, c'est une loi de la vie. Ça vaut pour l'arbre qui, s'il n'a pas les ressources qu'il faut pour ses besoins, meurt. Et ça vaut pour vous et pour moi. Moi, ma vie économique, c'est pas d'ajuster des offres et des demandes, c'est d'ajuster mes ressources et mes besoins. Une entreprise, elle ajuste ses ressources et ses besoins. Et un État, une commune, une organisation ajuste ses ressources et ses besoins. Simplement, quand il s'agit de ressources naturelles, les ressources financières, je sais combien je gagne et je peux ajuster mes ressources et mes besoins. Mais les ressources naturelles, on ne sait pas combien on a. Et donc, on les dépense en fonction des besoins, mais on ne sait pas combien ça coûte de les dépenser. Et c'est comme si on nous disait... vis ta vie avec ton salaire, mais on te dit pas combien tu gagnes. On te dira combien tu gagnes à la fin. Et puis on se rendra compte qu'on a le plus souvent trop dépensé. C'est ce qui nous arrive. Est-ce qu'on peut penser à un système comme ça? Et le commerce équitable, il fait partie de ça. Et alors on est confronté à une difficulté à laquelle je pense que le commerce équitable aussi peut être confronté. C'est que on ne sait plus comment se situer exactement entre le souci, comme on vient de le voir, d'aborder des problèmes qui sont mondiaux, et en même temps, vous, moi, nous tous, on ressent intimement le besoin, au moins pour l'agriculture et l'alimentation, d'une relocalisation. Il y a un mouvement social très fort pour la relocalisation, et il y a en même temps un mouvement politique très fort pour une mondialisation. Mais plutôt mondialisation de l'environnement, plutôt mondialisation de la solidarité, et en même temps une consommation qui, elle, serait relocalisée. Mais comment on peut concilier ça? Voilà l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels le commerce équitable, qui lui, par son origine, est un commerce plutôt mondial, comment on va le rendre compatible avec ce souci de relocalisation? Alors, je voudrais vous dire quelques mots il y a beaucoup de questions sur lesquelles, qui croisent le travail que je fais, qu'on fait avec le commerce équitable, mais je voudrais m'arrêter juste quelques instants sans déborder, parce que je sais que la question de la gestion du temps dans une journée, c'est essentiel.
quelques mots sur la relocalisation. Comment aborder ça? D'abord, je voudrais vous dire sur la relocalisation qu'il y a deux sens à ce mot-là. Et il y a un sens qu'on oublie généralement. Relocaliser, ça ne veut pas forcément vouloir dire se rapprocher ou être plus proche. C'est pas le local, c'est pas forcément la proximité. La localisation, c'est d'abord savoir quel est le lieu où ça se passe. Quand j'achète une pizza au supermarché, bon, ça m'arrive pas très souvent maintenant, mais supposons, d'où vient le blé qui a servi à la farine, à la pâte? Peut-être il vient du Mali, peut-être il vient de la Beauce. Si on me donne le choix entre un blé du Mali et un blé de la Beauce, je vais faire un choix aussi en fonction d'un lieu. Je sais pas ce que je vais choisir. Ah, si, je sais un peu, mais je vais pouvoir choisir. Mais ça, on ne me le dit pas. Relocaliser, c'est d'abord redonner un lieu à ce qu'on mange. Et si j'attire votre attention sur ce point, pour le commerce équitable, c'est parce que c'est absolument essentiel de pouvoir dire ce produit, il vient de près, il vient de loin, mais s'il vient de loin, c'est parce qu'on a une bonne raison de le faire venir de loin. Et s'il vient de près, c'est parce qu'on a une bonne raison de le faire venir de près. Et cela suppose d'intégrer une logique qui est aussi une logique de l'origine géographique du produit. Donc relocaliser, c'est ça. Et à chaque fois, quand on redonne un lieu à un produit, y compris à ses ingrédients, quand il s'agit de produits transformés, eh bien, on peut avoir le souci, un souci mondial, le souci de la planète, même si ça vient de loin, par exemple, en privilégiant des produits qui certes viennent de loin, mais qui ont peu ou pas, ou presque pas d'intermédiaires. J'avais proposé un temps que sur les étiquettes des produits alimentaires, on ajoute un critère qui serait P plus X. P, c'est le producteur, X, c'est le nombre d'intermédiaires jusqu'au consommateur. Et donc, il y aurait P plus 1 ou P plus 12. Et un P plus 1, P plus 12, ça me permettrait de faire des choix, là encore, en fonction non seulement de l'origine géographique, mais de critères qui sont aussi objectifs. Ça peut venir de loin, mais s'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est peut-être plus intéressant que si ça vient de près avec 3 intermédiaires. Voilà. Y compris pour le prix. Donc la relocalisation, c'est redonner un lieu. Et il faut vraiment marteler ça. Relocaliser, c'est pas simplement faire venir de tout près. C'est redonner un lieu. Le deuxième point que je voudrais vous dire sur la relocalisation, c'est que on peut penser un commerce local comme un commerce profitable, comme un commerce qu'il faut développer. La relocalisation, c'est racheter plus près pour limiter les transports, etc. Mais chacun sait que ça n'est pas parce que c'est local que c'est équitable. Et entre un commerce local qui n'est pas équitable et un commerce moins local qui est équitable, le choix, il n'est pas joué d'avance. La relocalisation, ça peut être une catastrophe pour les producteurs. C'est pas forcément un bénéfice pour tout le monde. Il y a, non seulement parce que le nombre d'intermédiaires, c'est autre chose, mais aussi parce que quelquefois, le dernier kilomètre en camionnette, c'est le pire que un nombre plus important de kilomètres à travers les mers. Mais à partir du moment où c'est raisonné, je sais que ça vient de loin, mais je sais pourquoi je le fais venir. Et je peux dire pourquoi. Et c'est une logique de produit et qui se pose d'autant plus pour le commerce équitable que le commerce équitable se développe avant, à l'origine, plutôt sud-nord et maintenant aussi nord-nord. On envisage aussi un commerce plus proche, nord-nord. Quels sont les produits qui vont venir de loin? Quels sont les produits qui vont venir de plus près? La deuxième chose sur la relocalisation, c'est que le local, c'est très subjectif. Il y a au moins 3 échelles de localisation. Il y en a en réalité plus, parce qu'il y aurait une échelle culturelle qu'il faudrait développer. Mais il y a au moins 3 échelles. Il y a une échelle géographique. Ce qui est local, c'est ce qui est à côté. Mais il faut faire attention. Un habitant des Pyrénées
ce qui vient du Pays basque espagnol, c'est local. Donc, local, ça veut pas dire ma commune dans mes frontières. Ça veut pas dire protectionnisme national. La géographie compte, mais la géographie, c'est pas le seul critère du local. Il y a aussi un critère administratif. Moi, ce qui est local pour moi, administrativement, c'est ma commune, c'est mon département, c'est ma région, c'est mon pays. Mais il y a aussi une localisation politique. Pour moi, qui suis européen, un produit européen, c'est aussi un produit qui fait partie de mon environnement local de vie. De la même manière qu'un produit qui vient des dom-toms. Et donc, local, il ne faut pas se laisser enfermer dans une logique simpliste qui consisterait à dire local égale proximité. Local, c'est savoir le lieu et c'est décider de manière souveraine, la souveraineté alimentaire, décider ce que nous entendons par local et ce que nous faisons relever du local et ce que nous faisons relever du mondial. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on parle de relocalisation, il ne faut pas non plus avoir peur de la mondialisation du commerce et en particulier du commerce équitable. Pour une raison absolument fondamentale. C'est que le commerce équitable, pour moi, c'est l'antidote de l'accaparement des terres. Là où se développe le commerce équitable, ce sont des zones dans lesquelles des producteurs vont pouvoir rester sur leur territoire, faire vivre leur famille, développer leur culture, manger aussi avec ce qu'ils produisent. S'ils ne peuvent pas faire ça, alors ces terres seront accaparées par d'autres, par des sociétés étrangères, par des pays étrangers. Et quand on accapare les terres, qu'on appelle en droit, on appelle ça en politique des IDE, c'est presque des IDO, mais c'est des IDE, c'est des investissements internationaux pour le développement. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais en réalité, ça s'appelle des accaparements de terre. C'est-à-dire qu'une société accapare la terre dans un pays en développement. Elle va produire sur cette terre des biens qui vont être exportés. Alors on dit c'est bien pour le développement parce qu'il reçoit de l'argent, mais l'argent reste pas 5 minutes sur le territoire de production. Il repart immédiatement dans les pays développés. Et donc, on prend la terre, les produits de la terre, l'argent des produits de la terre, et on s'étonne ensuite que les personnes à qui on a pris la terre, les produits de la terre et l'argent des produits de la terre cherchent à venir là où sont partis les produits. Vous savez, au Mali, par exemple, au Mali, il y a un code des investissements internationaux qui date de 2012, dans lequel un étranger qui investit dans la terre malienne pour l'agriculture, il peut être exonéré de la totalité des impôts pendant 30 ans. La totalité des impôts pendant 30 ans, à une condition. Il doit exporter au moins 80% de ce qu'il produit. L'antidote, c'est le commerce équitable. L'une des antidotes. Il y a évidemment des missions, des objectifs politiques à avoir, une réflexion précisément, comme on essaie de le faire, sur le lien entre les ressources naturelles d'un territoire et les besoins vitaux de la population de ce territoire. Mais précisément, ce lien entre ressources naturelles et besoins vitaux de la population du territoire, c'est ce que fait le commerce équitable. Et si le commerce équitable le fait au loin, c'est parce que nous devons avoir aussi une solidarité avec le loin. Précisément parce que le commerce équitable est une antidote. Donc il ne faut pas avoir peur de la relocalisation. Il faut aborder la relocalisation le sourire aux lèvres. Ça ne m'empêchera pas d'acheter des tomates du paysan qui vit à côté de chez moi. Et ça, je pourrais toujours faire ça. Mais ce qui est fondamental, c'est de marteler l'idée que le local, c'est d'abord savoir le lieu,
c'est de savoir souverainement, de décider souverainement ce qu'on veut faire venir de plus loin et ce qu'on veut faire venir de plus près, pourquoi on veut le faire et la raison pour laquelle on veut le faire. C'est précisément, comme je le disais, que le commerce peut être une antidote de phénomènes qui sont mortels pour les pays dans lesquels cela se produit. Je vous remercie.